Bonjour tout le monde. Beaucoup d'avoir assisté à notre séance plénière de clôture. Je m'appelle Mohamed Mamdani. Je suis le modérateur de cette session et elle vous accueille tous ici aujourd'hui. Nous avons un groupe estimé de panélistes ici et un en ligne aussi bien que nous allons passer par un peu. On m'a demandé de parler un peu de cette chose d'IA dont les gens entendent probablement parler ces jours-ci. Mon parcours est un peu étrange. Je suis pharmacienne de formation, mais j'y suis allée et j'ai fait quelques diplômes d'études supérieures en économie et en statistique. En essayant de trouver mon chemin et j'ai atterri sur cette chose d'IA dont tout le monde semble parler. Je vais commencer par un bref aperçu de ce que j'ai de mes perceptions de l'IA et des soins de santé et de sa pertinence pour ce public en termes d'évaluation des technologies de la santé. Et ensuite, nous allons passer aux questions pour les panélistes. Je présenterai également les panélistes à ce moment-là. Et ensuite, nous l'ouvrirons aux questions du public. Combien de personnes ici? J'en ai entendu parler. De cette IA, je pense que toutes les mains devraient aller à la fois. D'accord. Combien de personnes se sentent à l'aise avec l'IA? Combien de personnes savent ce que c'est et peuvent me dire exactement que c'est ce qu'est l'IA? Combien de personnes n'ont aucune idée de ce qu'est l'IA? Combien y a-t-il de personnes au milieu? Ok, donc la plupart d'entre vous sont au milieu? Non? Je suis un peu au milieu aussi. Alors, qu'est-ce que l'IA? Si nous pensons vraiment aux bases de l'IA, il s'agit vraiment de machines, d'ordinateurs. Essayez d'imiter le comportement humain et nous obtenons des machines pour essayer d'imiter le comportement humain. Pour moi, il s'agit de comprendre les relations et les données complexes. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce une grande chose du point de vue des soins de santé? Si vous pensez à la façon dont nous fournissons réellement des soins, il y a vraiment 3 choses fondamentales que les cliniciens font bien. Nous diagnostiquons, nous faisons des pronostics et nous traitons. Certains diront qu'il y a une 4e communication, très importante, mais au fond de celle-ci, c'est une intrigue de pronostics diagnostiqués? Non, c'est très axé sur les données. Comment faire un diagnostic? Eh bien, nous considérons en fait beaucoup de paramètres. Les symptômes d'un patient, ses signes, ses antécédents sociaux, ses antécédents familiaux, les résultats d'imagerie médicale, les valeurs de laboratoire. Ils disent que la décision médicale complexe moyenne implique de prendre en compte des centaines de paramètres. Et pour une décision médicale très complexe, il peut arriver à environ 1000 paramètres. Nous traitons ceux qui sont dans nos têtes, et si nous pensons vraiment à la façon dont nous faisons cela, eh bien, il y a un psychologue célèbre des années 1950 nommé Millet qui a pu nous montrer que l'humain moyen peut traiter cette plus ou moins 2 choses en même temps. Et 7. Alors, comment performons-nous en termes de diagnostic? Il y a des études là-bas, une juste d'Ottawa en fait, qui a pu montrer qu'un tiers des patients diagnostiqués avec l'asthme n'ont en fait pas l'asthme. Plus de la moitié des patients ont reçu un diagnostic de schizophrénie. En fait, vous n'avez pas de schizophrénie. Qu'en est-il du pronostic? Parce qu'une fois que vous faites un diagnostic, vous allez dire, d'accord, comment vais-je gérer ce patient? Eh bien, je vais gérer ce patient de manière très agressive si je ne pense pas qu'ils vont bien faire. Mais je pense que s'ils vont bien faire, je vais être un peu plus doux, peut-être prendre des thérapies qui ne sont peut-être pas aussi efficaces. N'a pas autant d'effets secondaires, c'est un peu plus sûr. Mais comment faites-vous ce pronostic? Il y a étude après étude après étude qui a montré à quel point nous sommes pauvres au pronostic. Droit. Juste pour vous donner une idée, de notre institution, je suis de Unity S Toronto, qui est une composition de 3 centres à Toronto et je suis également à l'Université de Toronto. Nous passons des mois sur nos planchers et nous avons posé une question très simple à nos médecins, à nos infirmières et à nos résidents une question très simple. Il ne s'agit pas d'un cas hypothétique. Vous venez de terminer l'arrondissement sur ce patient. Vous connaissez ce patient. Dites-moi s'ils vont mourir ou aller à l'USI. Nous avons recueilli plus de 3000 prédictions de cliniciens quand un médecin dit ce patient va mourir et aller à l'USI. Ils ont raison moins d'un tiers du temps. C'est difficile. Le pronostic est très dur. Ensuite, bien sûr, il y a le traitement, non? Comment déterminons-nous les traitements? Je peux vous dire avec des exemples de la sclérose en plaques. De la dépression, nous allons nous en prendre à la dépression. Typiquement, nous avons quoi? 1520 médicaments différents à choisir? Comment choisissons-nous le médicament à utiliser? La réalité est, comme la grande majorité des cliniciens le diront, voici les 3 que j'ai l'habitude d'utiliser. J'ai fait l'expérience avec eux, je me sens à l'aise avec eux. Peut-être qu'un représentant de la drogue est venu il y a 6 mois et m'a parlé de ce nouveau. Je vais l'essayer. Voyons ce qui se passe. Nous rappellerons le patient dans environ 4 semaines et s'il va bien. Super, j'aurai l'air incroyable. S'ils ne le font pas, je vais essayer autre chose. C'est ainsi que nous pratiquons.
Alors, pouvons-nous faire mieux? Oui, nous pouvons. Comment pouvons-nous faire mieux? Eh bien, il y a beaucoup d'études là-bas, non? Il y en a plus de 3 millions, désolé, 30 millions d'entre eux. Il y a une nouvelle étude qui est publiée chaque minute. Allons-nous rester au courant de tout cela? C'est là que je pense que toutes ces données qui vont dans nos têtes lorsque nous passons par le diagnostic, le pronostic et le traitement, nous pouvons utiliser l'aide de l'IA. L'IA n'est-elle qu'un concept en ce moment? S'agit-il d'une chose hypothétique? Combien de personnes ont réellement vu l'IA utilisée dans votre pratique? Si vous, combien d'entre vous pensent que c'est juste une licorne mythique qui n'existe pas vraiment dont les gens parlent? Ok, c'est surprenant. Alors maintenant, combien de personnes s'attendent à voir l'IA utilisée de plus en plus? Ouais. Ok, donc je vais vous dire, c'est ma propre expérience personnelle chez Unity Health. J'ai une équipe de 30 personnes. Tout notre travail consiste à développer et à déployer des solutions d'IA. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes donc très investis dans ce domaine. C'est donc ce que nous vivons dans la race aujourd'hui. Avons déployé plus de 50 solutions d'IA dans nos hôpitaux, dont plus de 50. Quelle sorte de solutions? Si vous venez à notre hôpital, chacun de nos patients en médecine interne sera surveillé, est surveillé par l'IA. Pourquoi les surveillerions-nous avec l'IA? Nous avons un algorithme qui surveille tous nos patients en médecine interne, nos patients en chirurgie générale, et nous l'avons déployé à Saint-Joseph toutes les heures. Il traverse environ 150 à 150, 70 points de données et il prédit si quelqu'un va mourir ou aller à l'USI. Dès qu'il atteint un seuil de risque élevé, il fait la page de l'équipe médicale. Tout est automatisé grâce à l'IA. Dès que l'équipe médicale reçoit nos protocoles, l'équipe médicale doit venir voir le patient dans les 2 heures suivant sa page, et il y a toutes sortes de parcours de soins. Pourquoi ferions-nous cela? Parce que nous voulons aider les gens, pas mourir. Nous avons une publication qui sera publiée dans le GEMSI le 16 septembre. Je crois. Qui documente une réduction de 26% de la mortalité non planifiée grâce à l'IA. Ces choses leur sauvent la vie. Si vous allez à l'urgence, les infirmières du côté de la productivité, que font-elles? Eh bien, ils ont cette tâche énorme d'affecter des infirmières aux différentes zones du service des urgences. Chose très ennuyeuse à faire. Nos infirmières principales, nos cliniciens, consacrent 90 minutes par jour à cette tâche en raison de toute la complexité des règles qu'ils doivent respecter. Nos greffiers consacrent 2 heures par jour à cette tâche. Nos taux d'erreur sont de plus de 20% et ne respectent pas ces règles. Nous avons une IA qui surveille essentiellement toutes nos infirmières. Elle sait qui a travaillé où, quand, avec qui, et elle connaît toutes les règles. Vous cliquez sur un bouton, il fera vos devoirs pour les 4 prochains jours. Et si nous voyons que nos infirmières principales sont passées de 90 minutes par jour à moins d'1 minute, nos greffiers sont passés de 2 heures par jour à moins de 15 minutes, nos taux d'erreur sont passés de 21% à 5%. C'est ce que nous vivons et respirons tous les jours. D'autres sont à venir. Cela changera notre façon de fonctionner, notre façon de faire les choses. C'est ce que nous voyons en ce moment. En dehors des scripts de l'IA de l'organisation. Des scripts d'IA. Combien de personnes ont entendu parler des scripts d'IA? Oui. Donc pas des centaines, des milliers de médecins utilisent réellement l'IA Scribe en ce moment. Ce n'est pas une chose mythique. C'est ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que ces choses font? Sont en fait plutôt soignées. En fait, ils écoutent votre conversation avec le patient. Ils transcrivent toute la conversation. Vous cliquez sur un bouton, vous écrirez votre note médicale pour vous. Ce ne sera pas parfait, mais cela réduira votre temps de plus de 50%. Et ce que vous dépensez sur la prise de notes? L'AFDA a autorisé environ 950 dispositifs médicaux activés par l'apprentissage automatique par IA. Ce nombre augmente de façon exponentielle. Donc, en tant qu'organisme d'ETS, vous verrez de plus en plus de ces solutions qui vont venir à vos tables et comment évaluez-vous ces choses? Mais ce ne sont pas toutes les roses. Cependant, il y a beaucoup de défis avec ces choses. Il y a beaucoup de problèmes tels que la partialité, par exemple. Au cours des derniers temps, les organisations américaines ont commencé à déployer ces algorithmes qui ciblent des patients spécifiques pour des ressources médicales. Malheureusement, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de ces algorithmes étaient biaisés contre les Noirs. Non, ils désavantageaient certains segments. En Belgique l'année dernière, quelqu'un était malheureusement à un problème de santé mentale. Mais il discutait avec un chatbot et il n'y avait pas de garde-corps autour du chatbot. L'IA a commencé à dire à la personne que je pense qu'il m'aimait plus que vous aimez votre femme. Et d'ailleurs, vos enfants et votre femme, ils sont morts. Malheureusement, il s'est enlevé la vie et il s'est suicidé. Il y a donc beaucoup de défis ici auxquels nous devons vraiment commencer à réfléchir avec ces technologies. La réalité est que,
Bien que ces technologies soient d'une puissance incroyable, incroyablement puissante, nous ne comprenons pas vraiment comment elles fonctionnent. Alors, où allons-nous? Lorsque nous essayons de comprendre ces technologies, je vais dire que ça ne va pas s'améliorer. Ça va devenir bien pire parce que ça va devenir beaucoup plus compliqué. Nous nous dirigeons vers l'ère de l'IA multimodale et de l'IA d'agent. Quelles sont ces choses? Multimodal signifie que nous allons utiliser beaucoup plus de sources de données que nous utilisons actuellement. Les performances de choses comme le T et G s'améliorent de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent multimodaux. Si vous pensez au fonctionnement de l'IA, elle essaie d'imiter les humains, n'est-ce pas? Comment? Travaillons-nous en tant qu'êtres humains dans le contexte des soins de santé? Si vous voyez un patient en clinique, vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Vous pouvez voir qu'ils sont assis comme ça pendant qu'ils parlent. Ils ont un petit tic de leurs doigts. Il peut y avoir des affections neurologiques sous-jacentes là-bas. D'accord. Vous pouvez voir que, vous pouvez les entendre, les insultes dans leur discours. Nous avons maintenant des algorithmes d'IA qui aident à avoir une précision d'environ 90% dans la prédiction de la maladie de Parkinson 10 ans à l'avance. Juste en écoutant les gens, vous pouvez les entendre, vous pouvez les toucher, vous pouvez sentir la peau. Vous pouvez faire toutes ces choses parce que nous avons 5 sens et nous utilisons ces sens pour gérer nos patients. L'état de l'IA en ce moment est comme l'iPhone en 2006. Ouais, c'est un truc cool. C'est soigné, mais regardez où il a évolué. Si vous commencez à donner à l'IA l'état actuel et que l'IA examinera l'analyse acte et diagnostiquera un saignement par exemple, c'est un sens. Il n'a pas nos 5 sens. Et si vous commenciez à donner des flux vidéo IA, des flux auditifs, toutes sortes d'autres flux de données, maintenant, il commence à imiter les 5 sens que nous avons. Le pouvoir qu'il a cependant, il n'oublie jamais rien et il peut traiter les choses beaucoup plus rapidement que nous. Maintenant, ça devient beaucoup plus impressionnant. Et c'est ce que l'IA multimodale va commencer à faire pour nous. Ça va permettre ces 5 sens. L'IA agentique. C'est là que l'IA devient très super spécialisée et qu'elle commence à faire des choses pour vous. Malheureusement, vous ne pouvez pas demander vos autorisations. Alors maintenant, beaucoup d'IA est humaine dans une boucle. Nous commençons à arriver à un point où l'IA s'appuiera moins sur les humains et deviendra des agents de vous et fera des choses en votre nom. Cela peut devenir compliqué très rapidement. Nous comprenons à peine comment fonctionne l'IA maintenant. Cela va devenir encore plus difficile à l'avenir. Donc, tout cela pour terminer sur quelques pensées avant d'entrer dans ces gens merveilleux qui n'ont patiemment offert d'être sur la sellette d'une question très difficile. Qu'est-ce que cela signifie pour les groupes d'ETS, du côté de l'application? Vous en tant que professionnel de l'ETS de la santé, utilisez-vous l'IA en ce moment, par exemple pour filtrer les articles et les résumés et autres? Vous le ferez probablement, à Toronto. Nous avons un groupe d'ETS qui utilise largement l'IA et ils ont été en mesure de plus que doubler la productivité en termes de nombre d'examens systématiques qu'ils peuvent pomper. Alors, pouvez-vous utiliser l'IA pour faire des choses comme le filtrage des articles et l'inclusion pour les revues systématiques? Qu'en est-il de l'utilisation de l'IA pour en savoir plus sur les nouvelles approches méthodologiques afin que vous sachiez comment vous regardez les vidéos YouTube et les cours en ligne et autres? Nous nous rapprochons de plus en plus, par exemple, de vos téléphones. J'ai un téléphone ici où je peux mettre dans Gemini Circle un problème. Cela m'apprendra en fait à résoudre le problème, n'est-ce pas? Vous pouvez faire de l'IA pour le faire aussi. Votre mécanisme d'apprentissage peut devenir l'IA. Ce qu'il vous enseigne n'est peut-être pas génial. Vous ne le savez peut-être pas, mais il deviendra de plus en plus omniprésent en termes de façon dont nous apprenons. Qu'en est-il de l'évolution vers l'interprétation des articles et la réalisation de cette analyse? Et si ces choses pouvaient réellement interpréter les articles pour vous, maintenant? Semble très tiré par les cheveux. Mais il y avait un juge en Colombie qui a rendu une décision de justice en utilisant Bavard B et comment il a dit. Vous savez, regardez, je dois parcourir des centaines de documents. Ça va me prendre une éternité. Et honnêtement, ChatGPT l'a fait en quelques secondes et il avait l'air assez bon pour moi. Nous l'avons donc utilisé dans une décision. Sommes-nous loin de cela à acheter? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne lui ferai pas confiance. Je pense que nous avons du chemin à faire. Mais vous pouvez imaginer que c'est là que les gens commencent à mettre leur énergie et leur temps dans les choses, n'est-ce pas? Où il va commencer à faire une bonne partie de notre travail pour nous. Du côté de l'évaluation, nous savons que la littératie en IA est en fait assez faible. Nous avons un long chemin à parcourir et à comprendre l'IA, les modèles d'apprentissage automatique.
en termes d'évaluation de ces technologies, ont tendance à être assez statiques. Maintenant, l'heure actuelle, vous obtenez une technologie qui est essentiellement formée et qui reste formée sur un certain ensemble de données, et ce n'est pas vraiment ce qui se passe s'il commence à s'adapter donc. Ce que vous venez d'évaluer en ce moment à travers une semaine d'achat plus tard change en termes de ce qu'il a appris et comment il fonctionne et ce qu'il offre. Que se passe-t-il s'il apprend pour le pire et commence à nuire aux patients? Votre évaluation initiale de l'ETS pourrait ne plus être valide. Les organisations de soins de santé peuvent faire face à de nombreux défis dans la nature des données que nous détenons. Il n'y a donc pas que les algorithmes. Nous changeons les réactifs pour les tests de laboratoire tout le temps. Par exemple, l'un de nos algorithmes a explosé du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que le laboratoire ne nous l'a pas dit. Ils ont changé le réactif pour le test de la troponine, qui était un intrant essentiel dans le modèle, et nous avons dû le comprendre. Cela arrive souvent, beaucoup. Beaucoup de fournisseurs vendront des produits qui ne sont pas intégrés et pourraient commencer à se faire concurrence. Lorsque vous commencez à utiliser une ou deux solutions d'IA, sans problème. Lorsque vous commencez à utiliser 50 qui ne se parlent pas, cela pourrait être un énorme gâchis. Pour que le produit A que vous approuvez devrait être dans le contexte de tout le reste, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un réel potentiel de préjudice? Y a-t-il une approche holistique? Qui établit les paramètres en ce qui concerne les normes d'évaluation? Ainsi, par exemple, lorsque vous évaluez un biais technologique, très bien, combien de paramètres? La plupart des hôpitaux au Canada ne recueillent pas de données sur la race. Nous ne pouvons pas évaluer les préjugés raciaux. Est-ce que ça va? Certains diront que ce n'est pas le cas, mais nous n'avons pas ces données. Nous avons examiné 27 paramètres. Est-ce suffisant? Devrait-il être 50? Devrait-il être 100? Personne n'a rien dit à ce sujet. Dans l'un de vos segments, vous avez constaté une réduction de 5% des performances du modèle. Est-ce que c'est mauvais? Devons-nous changer? Il n'y a pas de normes. Donc, en ce moment, nous avons beaucoup à faire et vous, en tant que groupe d'ETS, devrez en faire relever ces défis. Il existe de nombreuses considérations éthiques où certains algorithmes pourraient changer radicalement la façon dont nous faisons les choses pour nous rendre incroyablement plus efficaces. Mais vont être socialement inacceptables. Leurs algorithmes vont être socialement acceptables mais inacceptables pour certains patients. Comment naviguons-nous dans ces eaux? Et bien sûr, la question est maintenant le cadre HTH que nous avons actuellement. Doit-il changer pour s'adapter à toutes ces nuances que l'IA apportera inévitablement? Il y a un bel article en fait écrit par un groupe en France sur exactement ce sujet et ils avaient conclu. Alerte spoiler. Oui, je pense que nous devons changer notre cadre TA, mais comment le faisons-nous? Et comment pouvons-nous le faire d'une manière significative et pratique? Donc, avec tout cela, pas de pagayeur à pression. Nous allons commencer à nous poser des questions et j'espère que j'ai nourri le public pour lui donner du fil à retordre. Nous allons commencer par quelques questions qui, je pense, vont être un peu stimulantes, mais nous allons passer en revue. Peut-être que nous ferons des présentations au fur et à mesure que nous passerons en revue les questions. Je vais commencer par Nicole. Nicole sait donc que beaucoup de gens ici scientifiques en chef et vice-président des preuves scientifiques, méthodologie et des ressources de la preuve scientifique à l'EDC et si vous nous donnez un peu plus de contexte sur vous. Mais la question que nous avons pour vous est: quand l'EDC commencera-t-elle à travailler avec toute cette question de l'IA au sein de l'ETS et comment l'EDC évaluera-t-elle les preuves générées par l'IA? Eh bien, merci beaucoup. Et donc je suis Nicole Mittman et mon équipe est responsable de la science, de la rigueur et de la qualité du travail que nous faisons au CDAMC, et qui couvre tout. De la recherche de la bonne littérature jusqu'à la publication de la littérature et tout le reste. Toutes ces initiatives fantaisistes dont vous avez entendu parler hier, y compris médicaments pour les maladies rares, les données et les analyses, puis aussi l'économie de la santé et la science et les méthodes. Donc, beaucoup de choses amusantes et le travail. Donc, nous pendons donc vraiment sur la façon dont nous travaillons avec l'IA, et j'allais juste le souligner. Mohamed a dit qu'un humain ne peut penser qu'à cette chose en même temps. À la fin du symposium, je pourrais être à 3 et comme, combien de temps ai-je probablement tout ce que je peux me concentrer sur. Et peut-être que je vais commencer un peu en disant que notre travail est que nous faisons des évaluations. Nous examinons la qualité des preuves. Données probantes. Les évaluations aident nos décideurs à transformer leur travail que nous faisons en politique et aux algorithmes de financement. Ils ont confiance dans les méthodes, les preuves et la transparence que nous faisons. Ce faisant, nous utilisons des outils, des normes, des lignes directrices ou des principes pour ce faire. Donc, quand nous pensons à l'IA, et nous venons d'entendre Mohamed,
Il n'y a peut-être pas autant d'outils ou de principes ou autant de transparence que nous le voulons. Alors, comment allons-nous faire notre travail? C'est donc une partie du cœur du travail auquel nous pensons. Et pourtant, nous voulons réfléchir à des opportunités potentielles. Nous voulons toujours être à l'avant-garde de faire le meilleur travail possible en utilisant les meilleures pratiques. Mais que se passe-t-il si les meilleures pratiques n'ont pas encore été définies? Alors, comment pouvons-nous faire cela dans notre organisation? Alors, comment pouvons-nous concilier ces deux choses? Le fait que nous ayons besoin de cette rigueur. Nous avons besoin de cette qualité qui est l'attente de l'évaluation des technologies de la santé de notre organisation. Alors, comment pouvons-nous aller de l'avant et changer aussi? Puis traiter les questions de passer de l'IA qui est la perception jusqu'à la prise de décision. Et alors, comment pouvons-nous faire cela? Et je pense qu'il y a probablement environ 4 initiatives sur lesquelles nous examinons notre organisation et sur lesquelles nous travaillons. L'un d'eux serait opérationnel. La prochaine serait les évaluations comme Mohamed l'a indiqué, la technologie en particulier, parce que nous passons souvent en revue les technologies qui sont activées par l'IA et puis les principes sont la philosophie autour de cela. Donc, si je pense aux éléments opérationnels, nous posons généralement des questions. Pouvons-nous utiliser l'IA pour faire notre travail? Pour quel type de travail devrions-nous utiliser l'IA? Et l'IA peut-elle nous rendre plus efficaces? J'aime vraiment le commentaire à ce sujet. Quelqu'un qui prend 2 heures et qui réduit maintenant son temps à 15 minutes. J'aimerais savoir ce que coûte l'opportunité. De cela, que font-ils d'autre avec leur temps et est-ce plus bénéfique? Je veux dire, il est certain que chaque évaluation commence par trouver les bonnes données. Donc, l'une des choses que nous faisons dans notre organisation est d'utiliser différents outils d'IA pour aider à récupérer ou à trouver les données appropriées afin que nous ayons les ensembles de données les plus robustes. Donc nous le faisons et pilotons un certain nombre d'initiatives où nous le pouvons réellement trouver les données dont vous savez en utilisant les algorithmes et les paramètres. Les vérifiant avec ce qu'un humain a été formé en sciences de l'information peut le faire qui se passe activement à notre organisation. Nous examinons également différents outils comme Distillé, qui utilise cet outil pour utiliser des revues systématiques. Comment pouvons-nous l'utiliser? Et je pense qu'au début de notre travail, nous n'augmenterons pas l'efficacité. Je pense que nous aurons un processus parallèle pour que l'IA fasse du travail pour nous. À faire en sorte qu'un humain la vérifie jusqu'à ce que nous devenions à l'aise avec elle et à savoir quelles sont les lacunes et à savoir quels sont les défis en particulier. Autour de cela, avoir ses yeux humains pour regarder cela, le travail que l'IA fait. En s'assurant que nous ne manquons pas de biais ou que nous ne manquons pas une éthique particulière ou une population méritant l'équité par exemple. Mais c'est la partie. Mais la beauté est potentiellement qu'elle peut apporter d'autres paramètres auxquels nous n'avons pas pensé. Donc, en regardant cela à partir d'un processus d'examen systématique, apportant des programmes pour le faire, mais en pilotant une partie de ce travail au sein de nos groupes, je pense que les résumés d'écriture de Frontier, comment pouvons-nous, vous savez, avons-nous entendu plus tôt dans l'une des sessions, vous savez, nous avons des rapports de 200 pages. Si nous l'avons fait, aurions-nous dû, l'IA ferait-elle le résumé pour nous ou utiliserez-vous l'IA pour prendre ce rapport de 200 pages et préparer le résumé? Et est-ce le résumé le plus approprié pour voir ou avoir à réfléchir? Réflexion. À réfléchir, vous savez, où est la prochaine frontière? Nous avons beaucoup d'informations qui nous avons reçues des cliniciens et des patients. Comment pouvons-nous mettre tout cela ensemble d'une manière robuste? Par une opportunité potentielle. Encore une fois, pensez à tout ce qui est introduit dans un modèle d'IA peut ne pas être toutes les informations dont vous avez besoin. Il pourrait donc être biaisé et comment pouvons-nous gérer cela? Donc, partir d'un élément opérationnel. Il y a des outils que nous pourrions utiliser. Mais nous testons certains de ces outils, encore une fois avec un œil vif. Peut-être que l'élément d'évaluation est le prochain. Quelles questions devons-nous poser sur les données? Vous savez, quels outils nous aident à poser ces questions? Quelle est la qualité des données ou de l'analyse? Donc, si nous recevons une cohorte synthétique ou si nous sommes informés. On nous dit que nous recevrons un modèle économique de la santé basé sur des informations générées par l'IA. Que devons-nous savoir et comment? Sont les types de questions que nous devons poser et si pour ceux d'entre vous qui pensaient que Roué était difficile, nous posons des questions sur Roué. Vous savez qui est dans l'étude? Que devons-nous savoir? Combien de temps cela a-t-il duré? Combien de temps était-ce qui a consenti? Savons-nous tout cela avec un modèle d'IA donc? Je pense que nous avons vraiment besoin de structurer. Travailler à examiner les principes, les méthodologies et les outils pour nous aider à comprendre que si nous pensons à des essais à un seul bras, les gens commencent à penser et à utiliser des cohortes synthétiques. Comment pouvons-nous poser des questions à leur sujet? Sont-ils la bonne population? Imitent-ils l'essai clinique? Et nous savons déjà que l'essai clinique n'est pas toujours la bonne population. Alors, avons-nous les questions et l'expertise nécessaires pour vraiment poser ces questions particulières? Et les données. C'est souvent quand nous regardons l'évaluation ou regardons les données, nous regardons l'incertitude.
Nous ne savons pas encore comment poser des questions sur l'incertitude, en particulier dans le domaine de l'IA, ce qui signifie que pour le type régulier de preuve d'essai clinique, nous avons une note. Nous avons des pyramides de preuves, où se situe l'IA? Et j'ai récemment vu une sorte de publication où j'avais l'IA en haut, au-dessus ou dans le même genre de point d'ancrage qu'un essai clinique. J'ai donc pensé que c'était intéressant, et donc nous devons les créer et je pense que c'est là que, vous savez, la collaboration internationale est importante pour nous tous de travailler ensemble et de les poser. Genre de questions pour que nous puissions être transparents et utiliser les preuves de différentes manières. Peut-être que la partie des technologies serait la prochaine pièce. Il existe des technologies intégrées à l'IA qui ne sont pas statiques mais dynamiques. Comment évoluons-nous? Et donc votre question sur la façon dont nous évaluons. Avons-nous des cadres HTA pour poser réellement ces questions particulières sur ces types de technologies? Nous devrons peut-être réfléchir à différents paramètres ou intrants que nous devons poser. Donc, pas seulement clinique et économique et éthique, mais maintenant d'autres choses autour d'où vient cette cohorte générée par l'IA? Et je pense que c'est vraiment important et comment pouvons-nous ajuster ce travail pour nous? Et peut-être que la dernière chose que je vais dire est que, c'est la philosophie de le faire. Cela sommes-nous dedans ou sommes-nous dehors? Et si nous sommes dedans, où en sommes-nous et pouvons-nous le faire ensemble? Et je sais que Nick le fera. Je n'enlèverai aucun tonnerre à une partie du travail que Nick a fait. Mais nous regardons vraiment, vous savez, comment l'abordons-nous? Avec une prudence prudente, mais aussi avec l'occasion d'en faire plus. Fantastique. Très bien dit. Et je viens de remarquer que beaucoup d'entre nous utilisent du papier étant sur un panneau d'IA, mais c'est d'ailleurs le point. Juste une petite note au public. Et nous allons essayer d'avoir un peu de temps pour les questions du public. Si vous avez des questions, il y a deux façons de le faire. La première est que vous allez voir des formulaires sur vos tables. Donc, si vous avez des questions, mettez-les sur les forums et peut-être levez la main et il y a des coureurs qui obtiendront réellement les formulaires de vous et l'enverront à un endroit central. Merci. D'accord. Ensuite, il y a Dan. Dan est directeur scientifique et directeur des méthodes d'évaluation des technologies de la santé et de la mobilisation à l'ISée. Et la question pour Dan est de savoir comment les informations historiques sur l'HT seront utilisées pour alimenter les modèles d'apprentissage de l'IA. Que ce soit pour la synthèse des preuves, l'évaluation économique, les techniques délibératives ou autre chose connexe, quel type de protection juridique et de gouvernance a été prise en compte? Pour l'utilisation de l'UTS et de la formation sur les données. Merci Mohamed, et merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un plaisir d'être ici avec des amis et des collègues ainsi qu'avec vous tous. Donc, le contexte dans lequel je voulais parler de cette question est vraiment lié au rôle que je joue maintenant à l'ISée. J'ai donc eu 2 périodes de service à l'ISAR. Je suis sur mon 2e. Le premier m'a vraiment impliqué dans la supervision de l'ensemble du processus d'évaluation de la technologie. Une grande partie de cela est gérée par quelqu'un d'autre et je me concentre maintenant. Et sur notre travail d'économie de la santé ainsi que de discuter de sujets comme celui-ci avec mes amis internationaux collaboration du côté de HK, à l'échelle internationale et l'utilisation de l'information historique sur les ETS est vraiment ce dont je parle. Ce sont les produits du travail de l'ETS. Les rapports, les présentations, d'autres synthèses de données qui sont là-bas sur Internet. Je pense que vous entendrez probablement de notre part à tous qu'un fil conducteur autour de notre mise en garde contre l'IA. Est-ce que le nombre d'hypothèses qui sont faites à mesure que l'IA évolue est l'une de ces hypothèses? Je pense. Parmi les développeurs d'IA est. Eh bien, s'il existe sur Internet, alors je peux l'utiliser comme je veux. Et donc je vais parler en détail de certaines de mes premières expériences avec cela. Et donc j'ai eu une conversation maintenant, une série de conversations avec un développeur. Je parlerai des méthodes et des processus d'Esther un peu plus tard et de la façon dont l'IA pourrait s'intégrer à l'IA. Mais dans ce contexte particulier, un développeur dans le domaine de l'IA qui travaillait sur le développement d'un outil d'IA qui pourrait aller au-delà de l'utilisation de l'IA et de la modélisation économique. Cela a toujours été le cas. La plupart des efforts d'IA se sont concentrés sur des choses comme le test et le débogage du code. Beaucoup de tâches RD associées à la modélisation. Mais cet outil est vraiment destiné à prendre en charge la conception et la spécification des modèles.
Donc, beaucoup plus d'émulation de la pensée humaine. Et ce développeur utilisait des rapports d'ETS antérieurs dans le cadre de la base de données d'apprentissage et de l'algorithme d'apprentissage pour le développement de l'outil. Et donc nous avions vraiment 2 questions initiales pour le développeur. La première était: avez-vous des conversations avec quelqu'un dans l'espace-temps lorsque vous faisiez cela sur ce que vous devriez rechercher? Et ils ont dit non et tout était là sur le site web. Nous avons pensé que nous avons tiré dans ce qui était disponible. Et puis nous avons commencé à parler en détail et il a dit: donc nous avons en fait utilisé certains rapports ISA précédents. J'ai dit: OK, avez-vous également utilisé le supplément à ces rapports? Supplément non. OK. Nous utilisons de belles lignes directrices et des documents de comité. C'est très bien. Vous utilisez également l'évaluation du groupe d'examen des données probantes. Qu'est-ce que c'est encore une fois? Donc, je pense donc que le fait que la source de données ne soit pas nécessairement à la table lorsque les données sont examinées est une préoccupation majeure. La question que Mohamed a posée sur les protections juridiques et la gouvernance est simplement la suivante. Comme je l'ai mentionné précédemment, cette hypothèse que si c'est sur Internet, c'est gratuit pour moi est vraie dans un sens. Mais si nous parlons de rapports d'ETS, beaucoup d'entre eux portent un droit d'auteur international, donc, la dérivation de ces rapports. L'utilisation des données dans ces rapports à d'autres fins est en fait protégée par la loi, et ostensiblement, au minimum, vous devez demander la permission de les utiliser. Mais il y a aussi une toute autre sorte de... tout un autre ensemble de préoccupations et de pensées juridiques qui sont ignorées. Je pense que dans beaucoup de ces conversations, donc, tout cela pour dire que je pense qu'il y a certainement un intérêt à soutenir le développement d'outils liés à l'IA qui peuvent améliorer l'efficacité et utiliser ce que nous avons appris dans le monde de l'ETS et une sorte de recueil de preuves que nous avons généré. En tant qu'ensemble d'organisations professionnelles, mais il faut vraiment réfléchir soigneusement à la façon dont elle est abordée, et une réponse très réfléchie. Merci, Dan. Notre prochain panéliste, Pascal, nous allons également vous poser une question. Pascal est désolé. Je suis juste en train de tirer vers le haut le profil ici parce que je ne veux pas me tromper. Pascal est le vice-président scientifique de NS et a une expérience considérable, une expérience avec l'ETS pour évidemment, mais, notre question à vous, Pascal. Nous avons entendu les autres panélistes, en particulier Nicole, sur la façon dont l'EDC envisage la danse IA nous donne d'autres informations. Comment NS aborde-t-il l'IA et qu'est-ce que l'agence a accompli jusqu'à présent? Selon vous, qu'est-ce qui nécessite une attention accrue? Eh bien, merci. J'ai juste apprécié cette conversation que nous avons. Je commencerai par dire que la façon dont nous avons abordé E18S était avec curiosité, enthousiasme et prudence. Une chose que j'aime à propos du Tennessee est que notre bureau des méthodes et de l'éthique a à la fois le côté méthode et la réflexion éthique. Cela explique donc l'équilibre entre enthousiasme et prudence. Je dis souvent à nos équipes que le génie est sorti de la bouteille. L'IA est partout, que cela vous veuille ou non. Ce que nous avons fait une petite équipe de personnes brillantes au sein d'Ines. J'ai expérimenté avec Aya un peu comme Nicole, ce crime. Donc, en regardant, par exemple, la façon dont nous pouvons accélérer les moyens de sélection de la revue de la littérature. Mais j'ai aimé à propos de ce travail qui est publié sur notre site web est le fait qu'ils ont examiné différents scénarios ou paramètres. Donc, cela aide à regarder différentes façons de réduire les documents que vous ne voudriez pas exclure ou inclure et ainsi de suite. Et cela a incité la collaboration avec d'autres agences partageant le travail, parce que nous avons reproduit les méthodes avec d'autres critiques. Examen. Il a également commencé la réflexion à l'intérieur. Nous avons donc également travaillé, bien sûr, à l'évaluation des technologies basées sur l'IA. Cela fait partie de ce que nous faisons dans notre production. Donc cela nous amène à nous adapter au cadre. Mais j'aimerais me concentrer davantage sur ce que nous aimerions faire en interne avec l'IA.
Et ici, je pourrais revenir à ma tranche précédente. Tranche précédente avant un S parce que certains d'entre vous savent peut-être que j'ai Johnny Ness il y a environ 1 an ou plus d'1 an. Mais mon expérience est vraiment de 25 ans de carrière universitaire dans la gestion des politiques de santé, département à l'Université de Montréal. Vous savez peut-être que Montréal a ce qu'on appelle la Déclaration de Montréal pour une IA responsable. J'en ai donc fait partie. J'ai également été très impliqué dans l'innovation responsable et la santé. Donc, en regardant les questions de durabilité future, avons-nous l'innovation qui apporte de meilleurs soins aux patients? Ou, parce que l'usure est importante lorsque nous vivons au Québec et le reste des provinces canadiennes. L'accès n'est pas seulement son économique, son socio-économique, c'est aussi géographique. Donc, quand je remercie cette façon de penser, l'IA met en plus de la question des méthodes que Nicole pose, qui sont vraiment, vraiment, vraiment importantes, il y a aussi la question du pourquoi. Et Mohamed, je l'étais. J'ai appris votre histoire pour introduire le sujet du panneau était fabuleux. Je suis sûre que les gens étaient assez forts, comme dire, wow, c'est si beau parce que vous parlez de quelque chose qui est. Enthousiasme, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'appétit pour cela, c'est un monde fabuleux et nous aimerions y être. Vous avez donné des chiffres. Des chiffres et je sais que vous, les gars que vous avez à Toronto, faire un travail solide, j'aime donc l'histoire. En même temps, je dis, eh bien, peut-être que ces histoires prennent une direction différente et incluent différents types de tournants. Et quand vous regardez l'innovation, les tournants sont parfois verrouillés. Des endroits où vous vous retrouvez et dites peut-être que nous n'aurions pas dû prendre cette direction il y a quelques décennies. Donc, ce que je crois que nous devons nous rappeler, peut-être pour enrichir l'histoire, c'est de commencer par le point que lorsque nous, les humains, concevons des technologies et des technologies, repensons les gens la façon dont nous interagissons, la façon dont nous pensons, ce que nous faisons, ce que nous valorisons, priorisons ou laissons de côté. L'IA est donc une technologie cognitive. L'IA est une plateforme, une technologie à usage général, ce qui signifie que ce n'est pas comme ça. Il ne se répandra pas partout. Il n'imprégnera pas ou ne sera pas omniprésent dans nos vies. L'IA elle s'appuie sur des plateformes numériques qui sont toutes déjà là. Alors, qu'est-ce que j'entends par technologie cognitive alors? Nous pouvons nous demander. Parce que les corps HD sont des corps merveilleux pleins de gens. Quand j'ai rencontré les 200 employés quand je suis arrivé au couteau AT, j'ai eu une petite conversation avec chacun d'eux, et j'ai été frappé par leurs antécédents. J'ai été frappé par leur appétit pour l'impact sur les gens, l'impact sur les décisions. Je parle donc souvent d'eux en termes de cœur et de cerveau. Donc, pour revenir à la technologie cognitive, ce qui va arriver à leur cerveau, mon cerveau? À mesure que nous utiliserons plus de technologies d'IA, qui prend la décision? Comment scannons-nous la littérature? Comment puis-je avoir une idée de ce qui est pertinent, pas pertinent? Ce que vous avez dit à l'époque est absolument essentiel. Parce que qui définit les paramètres de l'IA doit avoir une forme d'intelligence humaine sur ce que nous faisons. Les subtilités que les limites, les équilibres que nous traitons avec différentes technologies. Nous n'allons pas automatiser les recommandations. Nous devons mettre ces recommandations en contexte. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin dans notre cerveau que nous ne voulons pas perdre? Dans quelques années ou décennies. La capacité de scanner l'information, la capacité de dire que c'est important, c'est du bruit, capacité également d'utiliser le jugement et de fléchir les muscles. Quand je parle aux étudiants, je dis qu'un cerveau est un muscle, vous le savez. Parfois c'est difficile, parfois ça prend de l'énergie, mais si vous voulez pratiquer quelque chose avec votre cerveau, vous devez devenir fort. Donc, écrire des rapports pour certaines personnes, ce sera génial. Pour d'autres, cela détruira un certain nombre de compétences, ce qui signifie être capable de parler à haute voix,
d'expliquer ce que vous avez dans votre cerveau, quelles informations vous recueillez. Je pense donc que ce qui est l'angle mort de l'IA, c'est le fait que ce n'est pas seulement un vélo, c'est quelque chose qui change la façon dont nous pensons, la façon dont nous partagez des informations sur ce que nous pensons que les autres savent, ce que nous pensons savoir et ce que nous ne savons pas. C'est donc la prudence que j'aimerais voir avec l'IA. Réponse très, très réfléchie. Les implications sont d'une telle portée, n'est-ce pas? Sûr que nous comprenions vraiment à quel point les impacts peuvent aller. Je vous remercie donc pour votre réponse. La prochaine étape est Nick. Nick est le directeur scientifique d'un petit groupe dont vous avez peut-être entendu parler, appelé NIS au Royaume-Uni. Très très chanceux d'avoir Nick ici. Nick, la question que nous avons pour vous est: NICEST a publié un énoncé de position sur l'utilisation de l'IA dans la génération de preuves. Qu'est-ce qui a incité NICE à le faire, et qu'espérez-vous réaliser, et quel intérêt y a-t-il jusqu'à présent? C'est très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mohamed, et puis un grand merci à l'EDC de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est donc vraiment génial d'être ici. Donc, je suppose que nous pensons en quelque sorte à l'IA depuis un certain temps maintenant. Certainement depuis quelques années. Et nous essayons de comprendre quelles sont les utilisations et les impacts potentiels que l'IA est susceptible d'avoir sur notre travail, et je pense que ces derniers temps, le genre d'intérêt pour exploiter la puissance de l'IA dans l'ETS et aussi l'élaboration de lignes directrices est vraiment intensifié, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous dans la salle étaient probablement lors de la réunion annuelle 2024 du TSTA cette année, et je pense que c'était le cas, c'était le sujet dominant, c'était vraiment le cas. Donc, compte tenu de l'accélération, mais à la fois dans la recherche mais aussi dans l'application pratique de l'IA, il est très probable que dans un proche avenir, les preuves prises en compte par NICE seront éclairées par les méthodes d'IA. En fait, une légère crainte que j'ai, c'est que c'est peut-être déjà le cas et que nous ne le sachions peut-être pas. Il est donc tout à fait possible que certaines des informations contenues dans les soumissions de ce soir incluent déjà des informations éclairées par des méthodes d'IA. Et bien sûr, bien qu'il y ait un très fort potentiel pour les méthodes d'IA pour transformer la génération de preuves, une sorte de travail d'ETS et la production de lignes directrices, il y a évidemment des préoccupations quant à la pertinence, la transparence et à la fiabilité de l'IA. Il est donc vraiment important que nous réfléchissions très attentivement aux méthodes d'IA afin que nous puissions les appliquer de manière à ce que, vous savez, les avantages et le potentiel soient fournis, mais que les préoccupations soient gérées, du mieux que possible. Et la plupart des problèmes de méthode que nous capturons dans nos manuels de méthode. Nos manuels de méthode sont vraiment, vraiment importants et un élément clé de notre type de transparence. Mais je dois être honnête avec vous tous ici, mais nous ne savions pas quoi écrire dans nos manuels de méthode sur l'IA. En ce moment, nous ne le saurions pas, donc. Mais bien sûr, au fil du temps, nous développons en quelque sorte notre capacité ainsi que notre capacité, dans une sorte d'IA. Alors sachez que c'est probablement là que les choses vont finir. Il y aura un élément clé de notre méthodologie aux côtés des autres éléments clés de notre méthodologie et qui seront en quelque sorte capturés dans nos manuels de méthode. Mais avant cela, l'énoncé de position n'est en fait que notre point de vue initial sur l'utilisation des méthodes d'IA dans la génération et la déclaration de preuves. Et l'utilisation dans les programmes d'évaluation de NICER. Donc, ce qu'il vise à faire. Il vise à décrire ce que NICE attend lorsque les méthodes d'IA sont considérées comme utilisées pour la génération de preuves ou de rapports. Et l'une des choses initiales vraiment clés est simplement de s'assurer qu'il y a de la transparence et qu'il nous est réellement rapporté que tel outil est utilisé. Et fait intéressant, il inclut également quelque chose sur les choses dont Dan parlait. Nous parlons donc d'une sorte de droit d'auteur et de certaines de ses préoccupations juridiques et de ses préoccupations. Il indique également en quelque sorte le type de règlement, de pratiques exemplaires et de lignes directrices. Cela existe déjà et une sorte de panneau indicateur à la et c'est destiné à soutenir notre genre de membres du comité et aussi les groupes universitaires externes qui travaillent avec nous dans nos processus pour vraiment comprendre et critiquer. Critiquer le potentiel, les utilisations potentielles des méthodes d'IA. Donc,
L'énoncé de position est très axé sur les rapports de génération de preuves et il n'inclut pas réellement la prise en compte de l'évaluation des technologies basées sur l'IA. Bien que nous ayons de l'expérience dans l'évaluation des technologies basées sur l'IA. Vous demandez donc ce que nous espérons en retirer également. Mohamed. Et évidemment une partie du clavier de celui-ci est vraiment de définir les attentes de Nice autour de l'utilisation de l'IA dans la génération et le rapport des données qui nous sont soumises. Mais nous espérons également que l'énoncé de position soutiendra les débats et la collaboration sur les meilleures pratiques. Je suis vraiment d'accord avec Nicole que, vous savez, que nous sommes tous confrontés à ce genre d'opportunités incroyables, mais aussi, vous savez, les défis. Il est donc vraiment logique de collaborer et de le faire ensemble. Nous espérons donc que notre déclaration contribuera en quelque sorte à stimuler ce genre de débat. Et je pense que c'est le cas jusqu'à présent et nous avons beaucoup de commentaires. La plupart d'entre elles en fait à peu près toutes positives. Donc, juste quelques citations de ce qui est revenu de notre genre de flux de médias sociaux. Tant de choses nécessaires. J'aime l'accent mis sur le fait d'avoir un humain informé dans la boucle. C'est quelque chose qui a été rencontré. Beaucoup. Une étape bienvenue et une explication facile vers une utilisation sûre et responsable de l'IA et de la recherche en santé, et puis en quelque sorte plus près de chez nous au sein de la communauté de l'ETS. Il y a eu une sorte de vous. Des commentaires que nous pourrions peut-être contextualiser, mais faire des choses similaires dans d'autres agences ou approuver la déclaration telle qu'elle est. Donc, je pense qu'en ce qui nous concerne, juste que c'est juste une sorte de vraiment reconnaître que c'est un stade assez précoce pour nous. Nous n'avons pas toutes les réponses. Mais nous voulons juste en quelque sorte vouloir mettre quelques bas pour signaler l'importance de cela dans certaines des choses que nous pensons que nous devons savoir. Fantastique pour tous les autres parce que nous allons nous adapter et adopter. Merci. Et il y a pas mal de leadership éclairé ici. J'encourage donc vraiment le public à préparer vos questions. Ce n'est pas très commun que vous avez ce niveau d'expertise et de connaissances approfondies dans l'espace chat ici pour répondre aux questions. Alors s'il vous plaît, profitez-en. Je vais aller en ligne maintenant à Irina, qui a vraiment généreusement offert son temps. Irina joue un rôle de leadership dans le fait qu'elle est en fait membre du conseil d'administration d'INADA et qu'elle est engagée avec l'organisme IRENA de Francista. Tabodi Irena. Irina, la question pour vous est dans vos expériences d'évaluation des technologies basées sur l'IA, fait le cadre actuel de l'ETS, à modifier pour tenir compte de l'évaluation des technologies de la santé fondées sur l'IA. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je suis également très heureux d'être avec vous ce soir à l'heure européenne et cela connu au Canada. Alors oui, il faut absolument l'adapter. Juste une précision avant de continuer en France. En fait, le mandat de l'ETS est défini par la loi. Ce qui signifie que l'ATREA n'évalue pas tous les dispositifs médicaux ni toutes les procédures médicales, mais seulement ceux qui se rapportent à une liste de remboursements spécifiques. Mais dans la pratique, cela signifie qu'actuellement la plupart des technologies de santé intégrées à l'IA en fait relèvent pas de notre remita. Et je le précise juste pour que vous compreniez pourquoi nous avons commencé à nous concentrer sur un type spécifique de technologie de la santé. Même si nous avons fait du travail pour les technologies qui ne relèvent pas de notre compétence, et je vais dire quelques mots à ce sujet. Mais fondamentalement, donc pour le moment, les technologies de la santé qui incluent l'IA et que nous évaluons sont les dispositifs médicaux à usage individuel et nous avons adapté notre cadre pour HTA pour ces dispositifs. Appareils. Et en fait, ce que nous avons fait, c'est que bien en France, comme dans de nombreux pays, donc le processus d'ETS est déclenché par une soumission d'un fabricant et il s'appuie sur les données fournies par le fabricant. Donc, nous adaptation du dossier de soumission pour les fabricants qui produisent des instruments médicaux avec IA afin qu'il y ait une partie où ils peuvent décrire la partie IA de leur dispositif médical. C'est donc une grille descriptive qui les aide réellement à expliquer toutes les fonctions de la partie IA de celles où la plupart d'entre elles sont basées sur l'apprentissage automatique. Ils expliquent donc les parties de l'apprentissage automatique. Il y en a 42 éléments au total qui sont divisés en 4 zones. Il y a donc le but de l'appareil à une description de base de la fonction intelligente. Ensuite,
Il y a une description des sources de données qui ont été utilisées pour l'apprentissage. Il y a aussi une partie dédiée au modèle, à l'explication de la formation, à la validation de la formation, etc. Et enfin, il y a une partie en parlant de performance, de robustesse du système et ainsi de suite. Donc, c'est descriptions qui doivent maintenant être fournies avec le reste des données pour l'ETS, et c'est quelque chose de vraiment important à souligner. Donc, étant donné que le dispositif médical comprend l'IA, le fabricant doit décrire la partie IA, mais toute cette partie IA ne remplace pas la partie clinique. Ainsi, les principales exigences pour l'ETS restent toujours les mêmes, ce qui signifie que l'appareil devrait fournir comme tout autre dispositif médical prouve également son efficacité clinique ainsi que les données sur l'innocuité. Donc, l'idée derrière l'inclusion discrète était aussi bien. Vous tous. Tous les panélistes mentionnés étaient d'augmenter réellement la transparence sur les sources qui ont été utilisées pour en apprendre davantage sur le modèle lui-même. Afin que l'évaluateur et ensuite le comité qui évalue ce type de dispositif peuvent avoir cette information. Et donc nous avons commencé ce travail vraiment avec ces appareils qui relèvent de notre. Mais nous avons également effectué un autre travail qui est sur les dispositifs médicaux numériques à usage professionnel. Donc, y compris pas nécessairement l'IA, mais ils peuvent inclure l'IA. Et pour le moment, nous n'effectuons pas de tas pour ces appareils chez HS. Au HS, comme je vous l'ai déjà dit, le mandat est défini par la loi. Il ne relève donc pas de notre compétence, mais nous en reconnaissons pourtant la nécessité. Travaillez dessus pour vous informer de l'évaluation des composants de ces dispositifs et nous reconnaissons également le besoin parmi les professionnels de la santé. Ils expriment le besoin d'être guidés lorsqu'ils souhaitent acquérir ce type d'appareil ou comment les sélectionner. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons en fait entrepris un travail dans lequel nous avons d'abord produit un aperçu. Ces dispositifs médicaux numériques à usage professionnel en France c'était en 2022 et puis pour obtenir professionnels de la santé. Nous avons développé une sorte de première question ici pour les aider afin de savoir lequel choisir et s'ils peuvent leur faire confiance. Donc, c'est une évaluation vraiment très basique, je dirais préliminaire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas de notre ressort d'ETS, mais c'est toujours comme une première étape de l'évaluation et ensuite nous verrons à l'avenir. Comment les choses impliquent peut-être que nos missions nous impliqueront, peut-être que les choses vont changer. Mais en tout cas nous allons nous adapter et voir s'il y a un besoin. Peut-être de produire plus de producteurs, normes de référence de producteurs par exemple dans ce domaine et ainsi de suite. Il s'agit donc toujours d'un travail ouvert et en cours. Et je dirais un troisième exemple de notre adaptation pas vraiment, complètement lié à la méthode, mais à l'organisation en général. Est-ce que le fait que nous ayons adapté la structure du DHS au fait qu'il y a tellement de technologies numériques, avec l'IA à venir, sur Avenir, donc, tout d'abord, nous avons introduit et créé une unité numérique au sein de la division TA et tous ces travaux que j'ai mentionnés, donc. Ainsi, la grille descriptive pour les dispositifs médicaux et aussi la vue d'ensemble et le guide pour les dispositifs médicaux à usage professionnel ont été développés en fait par cette unité, mais bien sûr, opération avec d'autres anciens départements HSA standard et nous avons également créé une unité qui est commune pour appeler tous les attriats parce que chez HS, nous ne faisons pas seulement HDA, mais nous faisons aussi de la qualité dans les soins de santé, l'amélioration de la qualité des soins de santé, de sorte que l'autre unité qui s'appelle l'unité de données est en fait celle qu'il est. En réfléchissant à ce que vous avez tous mentionné, vous avez également mentionné comment nous pourrions utiliser l'IA dans notre travail interne. Donc ils y travaillent également, ce que nous avons fait jusqu'à présent correspond à ce que vous avez tous mentionné. Donc nous réfléchissons également à la façon dont nous pourrions l'utiliser pour l'ETS. Vraiment pour la transformation de l'information,
Pour la recherche documentaire, l'extraction de données, etc. Nous l'avons. Nous réfléchissons également à la façon dont nous pouvons l'utiliser dans le travail de tous les jours pour l'écriture, etc. et aussi à des fins de communication aussi bien. Je crois que beaucoup, Nicole a mentionné. Ce serait donc vraiment formidable si, une fois que nous produisions, par exemple, un rapport d'ETS et que nous voulions avoir un curriculum vitae en langage clair. Ce serait vraiment génial si IA pouvait le faire à la place de, par exemple, qu'un évaluateur médical puisse effectuer une évaluation. Ce serait en effet d'une grande aide. Nous avons donc identifié tous ces domaines potentiels où l'IA pourrait être utile. À l'heure actuelle, nous sommes en quelque sorte une phase de test et d'exploration, puis une fois que nous va vraiment identifier les domaines dans lesquels il est bien, il vaut la peine d'investir. Ensuite, nous passerons probablement à la phase de validation du développement, et, finalement, peut-être pour la mettre en œuvre dans l'ensemble de l'agence. Mais bien sûr, nous n'en sommes qu'au tout début, à ce stade très précoce lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA à des fins internes. Fantastique. Merci beaucoup pour votre réponse, Rina. Donc, comme nous étions en train de passer en revue les points du panel et je pense que j'ai reçu comme peut-être une ou deux de ces questions, j'ai pensé, oh mec, je pense que tout le monde veut déjeuner, mais beaucoup d'autres questions ont commencé à venir, ce qui est merveilleux. Je vais donc répondre à quelques questions. Je sais qu'il nous reste environ 10 minutes. Nous en avons beaucoup parlé et c'est de Francesca Ronzi. Je ne sais pas si je suis censée dire le nom, mais merci pour la question, Francesca. Nous parlons beaucoup de ce que nous aimons et de ce que nous n'aimons pas de l'IA. Propos de l'IA, mais que pense ce panel? Les utilisateurs d'ETS, ou en fait plus précisément, les patients, les soignants, le grand public? Que pense-t-il des groupes d'ETS qui utilisent l'IA? Pensez-vous qu'il y a une idée de ce qu'est la perception du public? Quelqu'un veut parler? Je peux peut-être préfacer quelques éléments, c'est qu'il y a des sondages publics. Surtout dans le domaine de la santé mentale, par exemple, où la grande majorité des répondants ont dit que je ne voulais pas d'IA. Donc il y a un peu de peur. Il y a d'autres sondages qui sont très positifs sur l'IA, donc ça a été partout sur la carte. Quelles sont vos perceptions? Le cancer rapide du comté de Lake serait que nous avons une boîte à notre panneau d'utilisateurs, donc ce serait l'endroit idéal pour poser les questions et aller de l'avant. J'allais juste dire cela. Donc, comme nous avons réfléchi à notre propre politique et nous avons vraiment pensé à cela à la fois en tant qu'employeurs. Comme nous travaillons tous pour un employeur, les employeurs se démènent pour essayer de comprendre leur propre politique d'IA, mais nous y pensons aussi spécifiquement en termes d'activités que nous entreprenons. Nous avons eu des conversations plus tôt aujourd'hui. Marine a présenté sur notre conseil des patients. Nous avons donc un groupe de patients et de défenseurs des droits des patients qui nous conseillent sur toutes sortes de sujets pertinents et nous avons eu des conversations avec eux sur l'IA. Ils sont très préoccupés parce que beaucoup de conversations que nous avons pour informer nos commentaires sont confidentielles, et ils veulent s'assurer que nous ne faisons pas quelque chose comme utiliser un logiciel de transcription IA. Pour transcrire ces conversations s'il y a un risque que l'information se répande d'une manière ou d'une autre hors de l'organisation dans la stratosphère Internet. Je pense donc qu'il y a des préoccupations à s'assurer que s'il y a introduit potentiellement des gains d'efficacité, ce n'est pas au prix d'armer certaines relations comme celle-là. Je sais que nous avons également entendu, je pense que nous avons probablement tous entendu de la part de certaines parties prenantes qu'elles pensent que l'IA a le gâchis de rendre les choses plus efficaces dans l'ETS, que nous entendons de la part de certaines parties prenantes peut rester sans nom au moment où l'IA doit être plus rapide. L'IA doit être plus cohérente dans leurs recommandations et décisions. Donc, je ne suis pas état et l'IA peut aider avec cela. Égard. Bien sûr, nous avons tous déjà parlé des garde-fous. Vérifier le travail d'un humain, informer l'utilisation de l'IA par un humain, poser la question humaine. Pourquoi faisons-nous cela? Nous devons donc réfléchir très attentivement à la façon dont nous l'utilisons, même si nous pensons également à une amélioration de l'efficacité. Et je pense aussi que la façon dont nous posons les questions, parce qu'il y aura beaucoup de peur. Mais je pense que la façon dont nous posons les questions est vraiment importante. Et puis après?
Ce que l'un des programmes que nous avons à Nice s'appelle Nice Listens et c'est un programme d'engagement public délibératif. Et c'est probablement le genre d'approche nécessaire pour entrer dans la profondeur de la discussion, pour réellement trouver une sorte d'idée significative. J'en veux pour cela, que nous le ferions évidemment. Je veux dire qu'il y a aussi deux volets de travail opérationnel, aussi. L'une est la façon dont nous faisons l'évaluation et ce que nous faisons avec les preuves et comment pouvons-nous obtenir ces preuves et nous assurer qu'elles sont toujours confidentielles et que c'est une priorité pour les patients également. Nous connecterions donc au CDMC, nous nous connecterions à notre comité consultatif des patients et de la communauté pour obtenir des conseils là-bas. Je pense que l'autre, mais les autres parties sont même pour personnel ou maintenant vous pouvez utiliser l'IA pour recruter droit, différents types de logiciels. Comment pouvons-nous commencer à faire cela? Et je pense encore une fois, ce sont les garde-fous autour de ce que vous mettez dans un algorithme. Vous êtes autorisé à le mettre dans la façon dont il reste confidentiel. Comment pouvez-vous le garder? Vous savez que vous êtes de sorte que vous êtes l'évaluation cognitive est encore en cours d'aller de l'avant. Ce sont d'excellentes réponses et je pense que l'essentiel est que la littératie en IA s'améliore, dans la société en général. Je pense que le public va avoir des opinions très fortes en termes de la façon dont nous utilisons réellement l'IA ou n'utilisons pas l'IA, et les organismes HD devront être très conscients des croyances et des valeurs sociétales et autres dans cet espace. J'adore donc cette question. Je ne pense pas que ce soit une réponse facile à cette question. J'espère qu'il y a une réponse facile. Je ne sais pas s'il y en aura. Gaia Janjanudi a demandé. Les gens travaillent sur des cadres. Il y a un cadre ici. Il y a un cadre là. Je sais donc que ce n'est pas une sorte de question. Eh bien, en fait, c'est une question oui ou non, mais il va y avoir des nuances. Pouvons-nous donc nous attendre à un cadre de travail intégré entre Nice US, IC et SCDA et d'autres groupes où vous travaillez en collaboration vers un cadre? Puis-je répondre que je ne veux pas? Je sais que mes collègues savent que j'aime beaucoup ce sujet. Et donc je pense qu'il y a un certain nombre de groupes qui travaillent déjà sur la collaboration sur de grandes idées de cadre et de principes et le font à HT. Le faire à Anada, le faire au Global Policy Forum. Ce sont des sujets que nous sommes tous d'accord que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous devons donc trouver des cadres alignés et c'est ce que je souhaite pour aller de l'avant. Ouais, je vais dire oui. Il y a un coup de pouce vers le haut. Vous avez déjà entendu cela, donc je sais qu'elle est toujours là. Ouais, il y a un pouce vers le haut. Et oui, je ne sais pas si Irena est toujours là. Oh, la voilà. Ouais, non. Excellent. Fantastique. Il y a donc un tout à fait d'accord. Et en effet, nous avons déjà commencé à réfléchir sur le sujet ainsi. Des groupes de travail déjà au sein de la communauté achetaient sur l'IA elle-même, mais je pense qu'il y a un réel besoin pour nous tous, pour tout le monde. Les auteurs de la demande. Personnes qui font les méthodes. Les gens qui évaluent réellement les payeurs même pour comprendre qu'il y a un cadre aligné pour nous tous. Vous l'avez donc entendu ici en premier. Disons que l'année prochaine. Puis-je mettre une pression tout droit l'année prochaine? Puis-je simplement ajouter que je vais à certaines de ces conversations internationales que oui, ce n'est peut-être pas le seul. Mais je vais insister pour que nous réfléchissions à cela avec les principes fondamentaux de l'ETS à l'esprit. Donc non. Nous n'allons pas faire une déclaration déterminante que la technologie alimentée par l'IA est automatiquement meilleure que la version analogique. Nous allons examiner l'utilité clinique comme nous le ferions avec n'importe quoi d'autre. Nous allons utiliser notre formation et notre approche de la meilleure façon possible, même si nous apportons d'autres changements pour nous adapter à ce nouvel environnement. Fantastique. Et je suis tout à fait pour la collaboration. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de faux pas. Je pense que, comme Pascal y avait fait allusion, je pense que nous le sommes. Je vais voir quelques faux pas qui vont en fait ébranler un peu le système. Là où il y aura du mal, il y aura beaucoup de choses auxquelles nous ne nous attendions pas. Mais ce sera l'apprentissage pour nous et plus de raisons pour les groupes de collaborer et de rassembler toute notre sagesse collective pour vraiment conduire quelque chose pour le monde. À quel commentaire là-bas? Je pense qu'une partie de cela est qu'il n'est pas assez bon que notre propre travail. Nous allons sortir avec nos principes et aligner les principes. Mais nous devrions aller quelque part dans un espace commun et il devrait être quelque part qui est excessif et il devrait être quelque part que toute personne qui a une pensée sur l'IA peut réellement réfléchir sur elle. Et je pense que c'est la prochaine chose est de savoir comment mettre tout cela ensemble, ce à quoi vous avez dit que nous devons nous concentrer clairement à l'interne sur ce qui est. Quel est le problème que nous essayons de résoudre, et où se situe ce problème?
Quelles sont les conséquences en termes de capacité d'agilité, de mobilisation du personnel, et pour les autres solutions qu'on pourrait nous demander d'évaluer, nous avons encore besoin. Nous devons encore examiner quel est le potentiel de création de valeur à un stade précoce. Alors, comment cette solution basée sur l'IA résoudra les problèmes? Changement, les parcours de soins cliniques, changer les impacts tout au long de la vie et ainsi de suite. Je crois donc que nous pourrions être tentés de considérer l'IA comme quelque chose qui vient vite et nous devons rattraper notre retard. Mais nous devons d'abord nous demander quel est le problème que nous essayons de résoudre, parce que je crois que nous avons d'énormes problèmes. Nous avons donc besoin de solutions. Merci aux panélistes d'être venus. Vous pensiez que vous alliez simplement faire partie d'un panel. Saviez-vous qu'ici, à Ottawa, vous vous engageriez à collaborer pour aller de l'avant? C'est merveilleux à voir. Il nous reste donc très peu de temps. Mais je veux donner peut-être 30 secondes à chaque panéliste pour dire quelle est la seule chose que vous voulez laisser au public aujourd'hui. Permettez-moi de commencer par Nicole. Que nous examinons activement cette question, que nous collaborons activement avant même aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, et que nous voulons vraiment trouver des solutions, mais sans nuire. Merci, Dan, c'est ce que je dirais. Pour certains d'entre vous, cela pourrait être une déclaration sûre. Pour d'autres d'entre vous, cela pourrait être décevant. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, nous voulons considérer les avantages potentiels de l'IA. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas abandonner ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Nous allons délibérer, nous allons faire preuve de jugement. Nous allons utiliser la responsabilité pour les principes de raisonnabilité. Que l'IA nous aide ou non avec cela. Traduirais cela en d'autres termes. Restez calme. Je dirais qu'il y a de la sagesse là-bas. Il y a des façons de penser autour de la technologie et ce qui est bon pour augmenter l'impact dans la rigueur de l'ETS, avec les décideurs. Alors restez calmes et nous bougeons, mais nous gardons le bon travail comme priorité absolue. J'ajouterais simplement que nous devons aussi être en quelque sorte. Nous devons imaginer ce que cela peut faire pour nous et nous devons vraiment nous assurer que nous en tirerons le meilleur parti. Et plus tôt dans la semaine, j'ai eu l'honneur d'assister à la session du conseil d'administration de l'ACDA sur l'IA. Et puis Suzanne a dit quelque chose qui m'est dans la tête depuis, et c'est que nous devons exploiter ce que l'IA pense qu'elle peut faire pour nous. Alors ne pensons pas que nous avons toutes les réponses, vous savez, assurons-nous que nous sommes très soucieux des opportunités que l'IA pourrait nous apporter. Merci Nick et Irina. Lorsque vous arrivez en tant que dernier orateur, vous pouvez simplement dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense que la philosophie que nous avons avec toutes sortes d'innovations et non l'IA. Bien sûr, nous devrions l'adopter. Mais nous devrions toujours rester concentrés sur ce qui est la base de la HD et ce qui est le plus important, et c'est l'avantage pour les patients et surtout pas de mal. Donc, je pense. Nous ne devons pas oublier que cela doit rester la base et que tout le reste est juste en plus. Merveilleux. Merci beaucoup. Et j'espère que nous pourrons garder tout le monde éveillé. J'apprécie vraiment que vous veniez à la session. Beaucoup d'apprentissage ici. Je vous remercie donc. Et je pense que nous allons terminer le panel et passer à Suzanne. Merci, merci. Au revoir. Merci, Mohamed. Pour ceux d'entre vous qui ne se souviennent peut-être pas de notre séance d'ouverture, Mohamed, qui au moment où vous aviez fini de parler, j'étais comme, je suis content d'être vieux, du milieu du siècle moderne. Je suis prêt à démissionner, Pascal. Vous m'avez convaincu que je peux rester un peu plus longtemps, mais Mohamed a été l'un de nos médaillés du 35e anniversaire, qui n'était pas ici l'autre soir, donc une salve d'applaudissements pour lui. Merci Nick, Irina, Pascal, Nicole et Dan pour cette séance très engageante. Je dois dire que je suis venu à quelques-uns des nôtres, à nos symposiums et je pense que c'est le plus grand public que nous ayons eu pour une fin. Donc, évidemment, un sujet brûlant et vous étiez une excellente raison de rester. Je vous remercie donc beaucoup. Vous voulez disparaître. Donc,
Pour tout le monde ici, ne vous levez pas et ne partez pas tout de suite. 2 ou 3 choses à vous faire savoir vont se produire. Donc, dans une seconde, je vais annoncer le gagnant de l'affiche étudiante. Je vais faire quelques commentaires. Merci à quelques personnes. Ensuite, nous allons avoir une clôture officielle avec notre aîné qui se joindra à nous à nouveau. Et puis pour ceux d'entre vous qui ne courent pas vers un aéroport, un train ou une voiture, nous marchons. Il y aura également une réception de réseautage à l'extérieur avec quelques rafraîchissements légers. Donc si vous avez quelques minutes pour rester, veuillez le faire. Sur ce, je suis heureux de pouvoir présenter la meilleure affiche d'étudiants au symposium. Ce prix reconnaît le rôle essentiel que jouent les affiches dans la communication de la recherche fondée sur des données probantes tout en soutenant la prochaine génération de producteurs d'ETS. Donc, à la suite d'un examen, et j'ai vu le décompte en cours ce matin, la meilleure affiche d'étudiant était Christopher Kadam, étudiant PhD à l'université. Le Michigan pour l'affiche intitulée Comprendre les compromis sur l'efficacité des capitaux propres pour l'allocation des ressources en soins de santé au Canada est un meilleur. Le pire exercice de mise à l'échelle. Félicitations, Christopher, et si vous êtes ici, s'il vous plaît, venez vous présenter. Ce n'est pas le cas. Ne pensez pas que je vois Christopher. Est-ce que je vois Christopher? Oh, bonjour, Christopher. Vous êtes à l'arrière. Nous arrivons donc à la fin de notre tout premier symposium en tant qu'agence de médicaments de CADA, CDMC. C'est merveilleux de voir autant de gens ici à Ottawa avec les participants virtuels. Je ne sais pas si les chiffres sont parfaitement exacts, mais je l'ai partagé avec un certain nombre d'entre vous. Lorsque nous avons commencé l'autre jour, nous étions à une inscription de 999 personnes et nous avons eu plus de 700 personnes présentes. Alors merci à tous d'avoir donné de votre temps et le don de votre apprentissage en assistant à la session, comme toujours. Il y a quelques idées clés qui ont émergé au cours des 3 derniers jours d'écoute des sessions, parlant à beaucoup d'entre vous. Et je dois dire, vous savez que je suis facilement ébloui par le bling. J'ai appris, vous savez, quelque chose différent pendant que j'étais ici. Mais ce matin, j'ai eu mon bracelet Taylor Swift lors de la session. Je pense probablement que c'était la meilleure session de nom du symposium. Qui est-ce que l'ETS peut apprendre de Taylor Swift? Et pour ceux d'entre vous qui l'ont manqué, vous avez manqué d'obtenir le bracelet. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui était? En fait, j'ai demandé à la modératrice, Nancy Sikish, une autre lauréate de notre médaille du 35e anniversaire, si je pouvais utiliser ses remarques préliminaires de cette session. Elle a donc demandé à ChatGPT ce que l'ETS pourrait apprendre en étudiant la musique et les stratégies commerciales de Taylor Swift. Et qu'est-ce qui, avec ChatGPT fourni, était ce qui suit? Comment rester pertinent et adaptable pour relever les défis émergents et embrasser les progrès technologiques? Rester concentré sur l'authenticité de qualité pour assurer des évaluations fiables et significatives. Comment pouvons-nous nous engager efficacement avec les partenaires, dans son cas les fans, et comment améliorer constamment leurs pratiques? Je pense donc que le chapitre GPT nous a donné beaucoup de choses à penser. Il y a donc des choses que nous pouvons tous apprendre de Taylor Swift. Ce que j'ai appris d'autre au cours des derniers temps, c'est que nous devons tous accepter l'inconfort. Nous ne serons pas en mesure de résoudre les défis qui nous attendent si nous restons dans notre zone de confort et faisons ce que nous avons fait. Et imaginons que cela va résoudre les problèmes qui nous attendent. Si vous ne le pensiez pas avant maintenant, j'espère que la dernière session vous l'a vraiment prouvé. L'inconfort nous conduit à de nouvelles idées et à l'innovation. Et nous devons être prêts à avoir des conversations inconfortables qui sont respectueuses et productives. Et merci à tous ceux qui ont soulevé des problèmes, posé des questions, nous ont mis au défi de faire mieux et ont dit que tout le monde devrait s'attendre à plus, en particulier les patients. Pour ceux d'entre vous qui ont assisté au dîner d'hier soir, nous avons eu un conférencier. Je vais juste l'appeler Dr. K. Et hier soir, il a parlé de quatre principes pour le progrès.
Dr. K en tant qu'intensiviste à l'hôpital d'Ottawa, pas très loin d'ici. Et il a publié un livre sur le leadership et les 4 principes sont des valeurs. Pas la peur, devrait guider des décisions efficaces. La peur menace le succès. Le véritable leadership en découle. Créez le changement et vous devez favoriser l'action. Donc, pour tous ceux d'entre vous qui sont perfectionnistes dans ce public, ce que j'ai appris quand j'ai pris ce travail. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont besoin d'être pragmatiques et de vraiment penser à ce que sont vos prochaines étapes et sont-ils orientés vers l'action. Le 3e principe, en dehors des sentiers battus, la réflexion et l'action aboutit à des solutions créatives et percutantes qui peuvent être mises en œuvre dès maintenant. Et que tous nos progrès doivent être enracinés dans l'équité et la compassion. Nous croyons que la création de l'Agence canadienne des médicaments est une véritable occasion de créer efficacement un endroit où réunir des partenaires de l'ensemble du système pour travailler ensemble afin d'améliorer les soins pour les gens au Canada. Notre séance plénière d'ouverture d'hier a été un excellent exemple de notre rôle en tant qu'organisateur pour rassembler les parties de l'écosystème afin d'avoir une conversation honnête sur ce qui doit changer et sur la façon dont nous pouvons collectivement faire mieux. Le statu quo ne l'est tout simplement pas, et nous savons tous que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons être plus transparents, nous pouvons être beaucoup plus délibérés en sachant à qui nous avons parlé, comment nous leur avons parlé, comment nous nous sommes engagés, et nous devons continuer à parler des changements positifs qui se produisent. Nous avons besoin d'un élan pour nous faire avancer, en particulier dans ces moments difficiles. Et certainement, enfin et surtout, nous avons besoin de données. Et comme je l'ai dit, j'ai apporté mes données autocollantes sans données. Ce n'est qu'une opinion et nous ne pouvons pas apporter les changements qui doivent se produire uniquement en fonction de l'opinion. Il y a sans aucun doute des défis dans le système, mais il y a tellement de possibilités de l'améliorer. Choisissons d'embrasser les défis avec optimisme et détermination, en travaillant ensemble pour créer un meilleur système de santé ou des systèmes pour tous. J'aimerais exprimer ma sincère gratitude à tous les présentateurs, aux conférenciers, aux modérateurs, aux bénévoles qui ont partagé leurs réflexions, leurs recherches, leurs points de vue et qui ont fait de l'événement un succès. Merci au Presentoro confieré un modérateur. Un grand merci aux employés de mon organisation, l'Agence canadienne des médicaments, qui ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour que cet événement ait l'air sans effort. Je tiens à remercier tout particulièrement l'équipe des événements pour le leadership dont elle a fait preuve dans l'organisation du symposium. Et j'aimerais particulièrement que Peter se lève. Peter Shinnick. Il s'agissait de son 19e symposium. Merci, Peter. En plus de Peter, son équipe, nous avons eu des heures interminables de soutien de l'équipe administrative, de l'équipe de marketing et de communication, et de tant d'autres. Victoria et Emile. Que vous avez vu autour de vous, tous ceux qui en ont fait un succès. S'il vous plaît, n'oubliez pas de remercier quand vous les voyez, nos sponsors. Nous sommes très reconnaissants de leur soutien à toutes les personnes qui ont apporté des affiches. Et merci, et nous vous remercions, comme je l'ai dit au début, d'avoir pris le temps de participer en personne en ligne en préparation et je sais dans les nombreux contacts que nous aurons après cet événement. Rappel de sondage, je l'ai dit hier soir au dîner. J'aurais dû mettre dans la partie sur pourquoi c'est vraiment important. Donc en plus de vos commentaires pour nous aider à nous améliorer et à faire mieux. Nous ferons également un don de 5 $ pour chaque évaluation que nous recevons au Tugna Savinia dans l'UE et dans l'unité, un fournisseur de services urbains spécifiques aux Inuits qui offre des soutiens communautaires aux Inuits partout en Ontario. Veuillez marquer vos calendriers pour avril 2026, pas 25. Nous avons 18 mois pour mettre en œuvre toutes les choses dont nous avons parlé au cours des 3 derniers jours. Nous serons de retour ici au Centre Shaw à ce moment-là pour notre prochain symposium. Et nous espérons que vous l'avez suffisamment apprécié pour envisager de revenir à la fin de notre symposium dans le bon sens. J'aimerais inviter Len et Jenny à revenir sur scène.
Non. Morjack Nemuni est venu avec Jim. Migrateur pas disparu. Était Siokishik Mondo Sam et Mamwe Kakna. C'est ce que sur le Genungom Ashish Pakinama, Ujig Kishimino Pimageang Migrateur, Sheba Migrateur sur Geneviève, Pangushin Nanaj, Migrateur. M. Pitenda God Primage Gang. Parfois, nous oublions de remercier le Créateur pour ce que nous avons, le bois d'air que nous élevons. Le soleil qui brillait ce matin et la pluie qui arrive bientôt. Mais nous avons encore besoin de cette pluie et de ce rassemblement aujourd'hui et ces derniers jours, de l'information qui était partagée, et les gens avaient et ça. Je voulais reprendre les informations qu'ils ont vues dans les ateliers et c'était agréable d'entendre qu'il va y en avoir beaucoup. Discussion en cours sur ce qui est bon dans le système de santé. Je suis très nerveux à propos de l'IA parce que j'apprends encore. Mon iPhone en ce moment. J'ai eu beaucoup de rattrapage à faire. Mais de toute façon, tout le monde a un voyage de retour en toute sécurité jusqu'à ce que nous vous revenions Miguel.